Aujourd'hui, donc, droit des marchés assurance. Au programme, nous vous parlerons des mesures à prendre en cas de suspension de chantier, de reprise de chantier, puis un troisième temps sur les assurances pour traiter les problématiques et l'accompagnement que vous propose la Fédération et vos partenaires. Comme je le disais précédemment, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Pour vous présenter tous ces thèmes aujourd'hui, Frédéric Stéphan et Sarah Lespinasse sont toutes deux juristes à la Fédération française du bâtiment et intervenantes à l'ESJDB sur les modules droit des marchés et assurance. Leur expertise sera complétée par Guillaume Le Cerf, qui est conseiller en assurance à la SMA BTP. Avant de leur laisser la parole, je voulais vous conseiller deux ressources essentielles, trois ressources documentaires, pardon. Donc, sur votre espace adhérent, le service marché vous a travaillé et préparé deux guides. Le guide juridique qui comporte 23 modèles de courrier aux maîtres d'ouvrage, aux banques, aux fournisseurs. On en est à la deuxième version qui a été corrigée, je crois, le 27 mars. Frédéric me corrigera si ce n'est pas ça. Et puis le guide marché spécial reprise, un guide juridique tome 2, le flash info que vous voyez à l'écran également, qui a été publié le 18 mai. Quant à la SMA, sur la page, sur le site internet groupe-sma.fr, vous pouvez trouver sur la page qui s'affiche ici les mesures exceptionnelles et les informations pratiques que Guillaume nous présentera tout à l'heure. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole et tu me feras signe pour repasser les diapositives au fur et à mesure pour ton intervention sur les marchés. À toi. Parfait. Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc comme Guillaume l'a dit, je travaille à la Fédération française du bâtiment et je suis intervenante à l'ESJDB. Alors je le précise puisque ce qu'a présenté Guillaume comme guide, ces guides sont disponibles pour nos adhérents, donc sur le site adhérent. Donc c'est un petit bémol pour ceux qui ne seront pas adhérents puisque vous ne pourrez pas avoir tous les modèles. Voilà, donc pourquoi ces différents guides? Alors nous avons commencé par faire un guide de tome 1 avec effectivement d'autres parties, pas seulement les marchés, mais aussi l'assurance dont parlera Sarah tout à l'heure, avec aussi les relations les banques, tout ce qui était fiscalité et relations avec les fournisseurs. Et puis nous sommes rendus compte au fur et à mesure des questions que nous avions, puisque le premier guide concernait surtout la suspension des marchés, comment arrêter les marchés. Nous sommes rendus compte à partir même après le week-end de Pâques que les questions ont changé énormément et que beaucoup de questions qui nous arrivaient, c'était sur la reprise. Donc, nous avons laissé le tome 1 avec tout ce qui concernait les consommateurs, les particuliers, dont je vous parlerai tout à l'heure, et le tome 2 concerne les marchés publics et les marchés avec les professionnels. Donc, ce deuxième tome, donc le tome 2, ne concerne plus que les marchés publics et les relations avec les professionnels. Alors, pourquoi effectivement les marchés reprennent? Eh bien, puisque les entreprises ont eu pas mal d'informations pour reprendre les marchés, ont pu commencer aussi à s'organiser pour répondre à toutes les recommandations du guide OPP-BTP dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut quand même bien retenir, c'est que même en temps de pandémie, il reste l'application des textes. Alors, il y a le code de la commande publique, la norme AFNOR, les CCAP, les CCAG, les conventions de comporata. Et je le dis tout de suite, puisque dans les questions que nous avons, beaucoup d'entreprises oublient. Alors, oublie, je le dis gentiment, bien sûr, hein, oublie qu'elles ont des documents contractuels et qu'il est important de respecter ces documents contractuels. Et qu'évidemment, en temps de pandémie, il y a des textes, des ordonnances qui ont modifié notamment le code de la commande publique. Donc, c'est ce que nous allons voir. À quoi les entreprises ont droit maintenant et jusqu'à quand? Quelles sont les dérogations qui ont été faites au texte. Mais surtout, à chaque fois que vous avez en pratique des questions à vous poser, n'oubliez pas qu'à part les modifications dont je vais parler, tous les autres textes continuent à s'appliquer. Ce qui veut dire que quand, par exemple, on parlera du compte prorata, des surcoûts, si vous avez des questions, à chaque fois, quand on pose ce genre de questions, je réponds, bien voilà ce que dit le guide PPBTP, il faut après regarder votre CCAP, il faut regarder la convention de compte prorata et il faut respecter toutes les clauses contractuelles. Donc, la première chose qu'il faut voir, c'est les ordonnances. La première ordonnance que nous avons eue, c'est une ordonnance du 25 mars 2020. C'est la 2020-319. Je vous le dis comme ça, vous pouvez les retrouver. Et cette ordonnance a modifié le code de la commande publique et je vous dirai comment.
une deuxième ordonnance du 25 mars 2020, c'est l'ordonnance 2020-306, qui, elle, a apporté une petite précision pour les consommateurs et les particuliers et les marchés privés. Je vous dirai aussi en quoi elle a impacté les marchés. Une autre ordonnance qui était intéressante, et ça, c'est même si ça vous paraître un peu idiot au départ, c'est une concernant les comptables publics qui a permis de reconnaître la non-responsabilité des comptables publics, notamment quand ils paient des travaux qui ne sont pas faits. J'en reparlerai aussi tout à l'heure. Alors, par rapport à tout ça, nous avons eu déjà, bien sûr, une ordonnance modificative. Je vous en parlerai par rapport à l'état d'urgence sanitaire, puisque les délais de modification et de dérogation au code de la commande publique et à la suspension de l'application des pénalités de retard en marché privé. Ce n'est pas quelque chose qui ne va pas s'arrêter un jour, hein, ça va s'arrêter évidemment. Donc, je vous dirai les dates qui doivent être retenues. Alors, un petit mot, puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais quand même par rapport au guide OPP-BTP, les entreprises attendaient beaucoup de ce guide et ça a été un moment quand même important pour aider notamment les entreprises à réagir vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, des coordonnateurs SPS, des maîtres d'œuvre, donc c'était quelque chose d'important. En revanche, et je le dis parce qu'en pratique, j'ai eu pas mal de questions là-dessus, ce guide ne fait que des recommandations. Ce qui veut dire que si un maître de l'ouvrage en marché privé ou en marché public veut vous l'imposer comme document contractuel, faites quand même attention que ce guide ne veut pas s'appliquer pour tout. Par exemple, en marché public, il est impensable d'avoir un avenant qui fait référence à la totalité du guide. Et ça, il faut que vous le refusiez, puisque ça veut dire qu'à n'importe quel moment du marché, le maître de l'ouvrage public peut vous dire, bah voilà, ça vous n'avez pas fait, alors c'était une recommandation du guide que l'on a mis comme document contractuel du marché, donc tout s'applique. Alors, c'est une petite chose que je voulais signaler en préliminaire, puisque c'est important. Alors, concernant faire reconnaître l'arrêt du chantier, le premier sujet, il y a donc une ordonnance qui est sortie, je vous ai dit, c'est l'ordonnance 2020-319. Cette ordonnance a apporté des modifications au code de la commande publique. Alors, des modifications qui s'appliquent maintenant jusqu'au 23 juillet 2020 et seulement le 23 juillet 2020. Alors, vous allez vous demander pourquoi, puisque auparavant, dans tous les textes, il était prévu que on comptait les délais de suspension et des chantiers possibles, c'était l'état d'urgence sanitaire plus 2 mois. Donc, ça faisait que l'état d'urgence sanitaire étant prolongé jusqu'au 10 juillet, nous pensions que l'état d'urgence sanitaire allait s'appliquer jusqu'au 10 septembre 2020. Eh bien non, il y a une ordonnance qui est parue le 14 mai 2020 qui a modifié les délais. Et maintenant, dorénavant, les modifications dont je vais parler par rapport au code de la commande publique ne s'appliquent jusqu'au 23 juillet 2020. Donc, bien évidemment, la Fédération française du bâtiment a immédiatement saisi le ministère de l'économie qui fait toute la réglementation, considérant que c'est tout à fait anormal de ne pas permettre l'application de ces dérogations jusqu'au 10 septembre 2020. Bon, pour l'instant, l'ordonnance étant parue, donc c'était une mauvaise surprise pour nous. On n'a pas trop de solutions. Donc, on va retenir la date du 23 juillet 2020, mais nous continuons à faire pression sur le ministère. Alors, dans cette ordonnance, quand j'ai marqué faire reconnaître l'arrêt du chantier par le maître de l'ouvrage, c'est la possibilité. Et là, ce que je vais dire ne concerne que les marchés soumis au code de la commande publique. Donc, les marchés soumis au code de la commande publique, ce sont les marchés passés avec l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, les SAD-HLM, les SEM, les entreprises publiques. Cette ordonnance 2020-319 vous permet de demander au maître de l'ouvrage la suspension du chantier dès lors que vous arrivez à démontrer que vous faites face à des charges manifestement excessives. Donc, en temps de pandémie, c'est relativement facile, je n'aime pas ce terme parce qu'avec un maître d'ouvrage n'est jamais facile. En tout cas, vous pouvez démontrer effectivement qu'il y a des surcoûts qui vous sont imposés du fait de cette pandémie par rapport à vos salariés, mais par rapport aussi au chantier, à la base vie, au nettoyage, au fait que vos salariés ne peuvent peut-être pas venir tous les deux dans le même camion, etc. Donc ça, c'est faire reconnaître par le maître de l'ouvrage le fait que la disposition, je crois que c'est l'article 6, dans mon souvenir de l'ordonnance 2020-3019, vous permet de suspendre le chantier. Ce qui veut dire que le maître de l'ouvrage, en échange, n'a pas le droit de vous appliquer les pénalités de retard, et ça c'est décrit dans l'ordonnance, n'a pas le droit non plus
immédiatement de résilier votre marché, vous allez voir qu'il y a une autre possibilité, et ne peut pas faire reconnaître votre responsabilité. Donc ça, c'est important, puisque ça veut dire que vous êtes quand même protégé, et ça jusqu'au 23 juillet 2020. Pardon. Alors, par la suite, concernant le fait, le maître de l'ouvrage peut très bien considérer que pour lui, il y a une urgence impérieuse de continuer le chantier. Donc, d'un côté, on a l'entrepreneur qui considère qu'il ne peut plus faire les prestations, donc il demande la suspension du chantier, l'arrêt du chantier, et de l'autre côté, on a un maître de l'ouvrage qui, lui, démontre qu'il y a urgence impérieuse, et dans ce cas-là, le maître de l'ouvrage est seulement en cas d'urgence impérieuse, a le droit de considérer qu'il peut résilier votre marché. Mais là, résiliation du marché, bien évidemment, c'est une résiliation simple, sans application des pénalités de retard, sans application de la possibilité de résilier aux frais et risques, c'est une résiliation simple, ce qui veut dire que l'entrepreneur sera payé des travaux exécutés et aura le droit par la suite de demander un surcoût, donc appliqué à la théorie de l'imprévision dont je parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est une première possibilité. Donc bien évidemment, dans cette ordonnance, il est prévu que le maître de l'ouvrage ne peut pas appliquer les pénalités de retard. Concernant par la suite donc la suspension du chantier par rapport aux avenants. Donc il est évident que quand on arrête le chantier, on a tout à fait intérêt à demander au maître de l'ouvrage de faire un avenant pour prendre en compte tous les surcoûts que l'on a dans ce chantier. Donc les surcoûts, j'y reviendrai tout à l'heure parce que je voudrais juste exposer assez rapidement par la suite ce qu'est la théorie d'imprévision dont je viens de parler. Quand on arrête le chantier, il y a un problème de garde du chantier. Donc là, je n'en dirai que quelques mots, puisque Sarah, tout à l'heure, je crois qu'elle va vous en parler beaucoup plus longuement. Il n'est pas du tout automatique de transférer la garde du chantier au maître de l'ouvrage. Donc là, nous avons proposé des courriers à nos adhérents pour dire au maître de l'ouvrage, dans la mesure où il y a un arrêt de chantier, monsieur le maître d'ouvrage, je veux bien prendre en compte la garde du chantier, donc c'est vous qui l'avez. Les réactions ont été mitigées par certains maîtres d'ouvrage, certains ont accepté, d'autres pas du tout, en considérant que c'était l'entreprise qui avait la garde du chantier, ce qui est vrai d'ailleurs juridiquement, mais je ne voudrais pas rester trop longtemps là-dessus, puisque Sarah en parlera tout à l'heure. Alors, par rapport à l'arrêt du chantier, quand on arrête le chantier, on recommence un jour. Et là, je veux bien que Guillaume passe peut-être la diapositive suivante. Non, Guillaume ne veut pas. Bon. Alors, merci Guillaume. Alors, par rapport à la reprise du chantier, j'ai mis plusieurs choses, réaliser un constat contradictoire, négocier les conditions de reprise et mettre en avant la théorie de l'imprévision. Alors, concernant ces différents points, quand on a arrêté le chantier, il n'a pas toujours été fait un constat contradictoire, ni un ordre de service d'arrêt, ni un courrier du maître de l'ouvrage. Parfois, c'est juste l'entreprise qui a fait un simple courrier pour dire au maître de l'ouvrage qu'elle a arrêté. Donc là, il faut quand même, quand on recommence les travaux, tenter d'avoir un constat contradictoire avec le maître de l'ouvrage. Donc, dans les modèles que nous avons faits, eh bien, on a prévu que ce soit le maître de l'ouvrage qui constate, soit que c'est un ordre de service du maître d'œuvre. Donc là aussi, il faut regarder dans les documents contractuels qui peut faire un constat, qui peut demander la reprise du chantier et comment. Et bien évidemment, quand on a repris le chantier et avant, vous avez intérêt à faire tout un tas d'une liste, comme un rappel, de voir effectivement avant de commencer les prestations, et ça c'est marqué, c'est négocier les conditions de reprise, et bien de voir qui fait quoi sur le chantier. C'est-à-dire qu'il faut éviter de revenir, mais ça vous le savez mieux que moi, sur le chantier, en disant on va un petit peu au petit bonheur de la chance, qui va nettoyer la base vie, est-ce que ça va être toutes les 2 heures, je rappelle que ce n'est pas une obligation de nettoyer les toilettes, etc., toutes les 2 heures, qui va après prendre en charge les surcoûts qui peuvent être sur d'autres façons de faire les prestations. Donc ça, il faut bien voir à chaque fois qui va faire quoi. Et donc, réaliser un constat contradictoire, sachant que, j'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qu'on constate, vous avez intérêt à revenir à chaque fois aux documents contractuels. J'ai vu l'autre jour un ordre de service d'arrêt du chantier. Il n'est pas certain qu'en marché public, quand on fait référence au CCAG et travaux, il ne faille pas autre chose qu'un ordre de service. Il faut peut-être un avenant du maître de l'ouvrage, puisque quand on regarde l'article 49 du CCAG et travaux, on voit que c'est le maître de l'ouvrage qui, en principe,
arrête le chantier. Donc, si c'est le maître d'ouvrage qui arrête le chantier, il arrête rarement le chantier par un ordre de service. Donc, si on fait le parallélisme des formes, dans ces cas-là, quand le maître d'ouvrage a arrêté, il vaut mieux que ce soit le maître d'ouvrage qui dise de recommencer. Maintenant, si vous avez un ordre de service de reprise des travaux fait par le maître d'œuvre et que dans cet ordre de service, vous avez des choses qui ne vous conviennent pas, je vous rappelle que le CCAG des travaux vous oblige à faire des remarques, des réserves sur le service que vous recevez. Donc là, il y aura deux choses à faire. Je reçois un ordre de service du maître d'œuvre me disant de reprendre le chantier, avec en annexe des dispositions concernant tout ce qui est sécurité, enfin, toutes les conditions sanitaires, sécurité, etc. et d'hygiène. Je ne suis pas d'accord par rapport à l'ordre de service. Dans ces cas-là, je fais des réserves, comme me dit le CCAG Travaux, à l'ordre de service dans les 15 jours du maître d'œuvre. Et en parallèle, je fais un courrier au maître de l'ouvrage pour lui dire que je refuse cet ordre de service. J'explique pourquoi, notamment dans certains chantiers, le maître d'œuvre n'a pris aucun surcoût à sa charge. Donc là, il n'y a aucune raison qu'il ne prenne aucun surcoût à sa charge et il faut contester pour l'avenir, pour maintenir effectivement la possibilité de faire notamment par la suite un mémoire en réclamation. Alors par rapport à ce que je dis là, concernant après la reprise elle-même du chantier, donc on fait soit un ordre de service, soit un constat, je l'ai dit, dans l'avenant et mettre en avant la théorie de l'imprévision. Là, j'ai pour l'instant parlé des marchés publics, hein, puisque le tome 2 parlait des marchés publics. Tout ce que j'ai dit concernait la passation des marchés publics. Quand on met en avant la théorie de l'imprévision, il faut démontrer au maître de l'ouvrage que c'est extérieur à votre entreprise, que c'est imprévisible, qu'il y a un bouleversement de l'économie du contrat. Donc, montrer que la pandémie de Covid-19 est extérieure à l'entreprise, ce n'est pas très compliqué, que c'était imprévisible non plus. Après, la seule difficulté, c'est le bouleversement de l'économie du contrat, puisque dans des circulaires ministériels, il est prévu que le bouleversement de l'économie du contrat, c'est 1/15 du montant du marché, donc ça fait en gros 6% du montant de votre marché. C'est souvent ce problème, enfin, cette troisième condition qui est une difficulté pour les entreprises, sachant aussi qu'il y a la théorie de l'imprévision qui est une théorie créée par le Conseil d'État. Et puis à côté, il y a la jurisprudence. Et la jurisprudence ne prévoit pas toujours la possibilité d'avoir une rémunération, une indemnité de la part du maître de l'ouvrage à 6% du montant du marché. Parfois, les tribunaux administratifs demandent que ce montant soit beaucoup plus important. Toujours est-il que nous vous conseillons quand même, soit dans un avenant avec le maître de l'ouvrage, soit si le maître de l'ouvrage refuse de faire un avenant, de faire un mémoire en réclamation. Alors, les surcoûts, on a plusieurs sortes. Hein. Ça peut être le fait que j'ai immobilisé du personnel, j'ai loué des bungalows, donc ça peut être le personnel, le matériel, la location que vous avez. Ça peut être des frais financiers comme les cautions. J'ai fourni une caution bancaire au maître de l'ouvrage. Il est évident que dans ces cas-là, cette caution va durer plus longtemps. J'ai fourni des cautions à mes sous-traitants puisque j'ai respecté la loi 75 ou le code de la commande publique. Eh bien, dans ces cas-là, j'ai aussi l'obligation de continuer ces cautions. Ce sont des frais financiers en plus. Et puis, j'ai pu perdre des marchés puisque j'avais prévu de faire d'autres marchés. Je n'y ai pas répondu parce que tout va être décalé. Voilà, tous ces postes-là doivent rentrer dans l'avenant si le maître de l'ouvrage n'est pas d'accord. Si en revanche, le maître d'ouvrage n'est pas d'accord, il faut prévoir un mémoire en réclamation comme le prévoit votre marché. Donc, vous regardez votre CCAP. Si jamais en CCAP, il n'y a rien, le CCAG Travaux 2009 est peut-être un document contractuel ou la norme AFNOR P03001 qui prévoit des procédures pour demander effectivement le paiement des surcoûts dans un marché. Donc, concernant le mémoire en réclamation, nous n'avons pas fait à la Fédération un modèle de mémoire en réclamation puisque les postes peuvent être tout à fait différents d'un marché à l'autre. Donc, ça veut dire que pour nos adhérents, en tout cas, ils peuvent se retourner vers la fédération départementale et puis on les aidera à faire ce mémoire en réclamation dans les temps, puisque quand il y a une procédure, c'est vrai qu'il y a des délais pour faire ces mémoires en réclamation. Donc, c'est très important de respecter des délais, de respecter la forme demandée par le mémoire en réclamation dans les documents contractuels du marché, et puis d'envoyer tout ça au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre. Il n'est pas du tout obligatoire d'attendre la fin du chantier pour faire ces documents-là. On peut très bien faire un mémoire en réclamation en cours de chantier. Donc tout ça, ça concerne la reprise.
des travaux. Donc, je vais juste un petit peu tricher pour voir si je n'ai rien oublié de vous dire par rapport à ça. Je ne crois pas. Je vais garder cette slide puisque je parlerai après des marchés privés, puisque là, je suis focalisée sur les marchés avec les maîtres de l'ouvrage public, avec d'autres petites choses que je voulais vous dire concernant la reprise du chantier, puisque dans l'ordonnance 2020-319 que j'ai citée, il y avait d'autres points que je n'ai pas encore énumérés. La première chose, quand je reprends mon chantier, j'ai le droit, avec un maître de l'ouvrage soumis au code de la commande publique, de lui demander une avance. Vous savez que l'avance, elle est terminée dans le code de la commande publique, elle peut aller jusqu'à 30% du montant du marché et exceptionnellement 60%. Eh bien, l'ordonnance nouvelle 2020-319 prévoit que jusqu'au 23 juillet 2020, vous avez le droit de demander au maître de l'ouvrage d'augmenter votre avance jusqu'à 60% du montant du marché. Donc 60%, c'est important. Dans le code de la commande publique, il est prévu que si le maître de l'ouvrage vous donne cette avance jusqu'à 60%, il a le droit, à partir de 30%, de vous demander une garantie à première demande en échange de la fourniture de cette caution. De cette avance. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très intéressant, puisque si j'ai 60% d'avance, mais qu'en retour, je dois donner une garantie à première demande au maître d'ouvrage pour être sûr que je ne pars pas en cours avec l'avance de 60%, pour l'entreprise, ce n'est pas très intéressant. Donc, sur ce point-là, la FFB a demandé au ministère de l'économie de modifier cette ordonnance, et pour l'instant, nous n'avons eu aucune modification. Mais ça veut dire aussi que si vous avez déjà un chantier de la commande publique avec une avance que vous avez refusée, vous avez le droit de la demander maintenant. Donc, ça peut être intéressant. Deuxième point important, quand je reprends mon chantier, j'ai le droit d'avoir le paiement des prestations, et même si j'ai suspendu le paiement des prestations que j'aurais dû faire, c'est-à-dire que j'ai arrêté, imaginez mon marché début mars, le 15 mars, je n'ai pas fait les prestations puisque j'ai arrêté. L'ordonnance 2020-319, applicable seulement au marché soumis au code de la commande publique, prévoit que j'ai le droit d'avoir le paiement des prestations que je n'ai pas exécutées. Cela veut dire que c'est une exception au service fait, puisque vous savez qu'en marché de la commande publique, vous ne pouvez être payé que si vous avez fait les prestations. Dès lors qu'on n'a pas fait les prestations, on n'est pas payé. Et bien là, c'est une exception et c'est tout à fait possible pour les marchés forfaitaires. Donc là aussi, deux choses. Nous avons demandé au ministère de l'économie que ce ne soit pas seulement pour les marchés forfaitaires, même si ces marchés sont les plus nombreux dans les marchés de travaux. Nous avons demandé que ça s'applique aussi au marché à prix unitaire, mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé des comptables publics, eh bien, l'ordonnance qui a été prise, l'ordonnance 2020-326, c'est pour permettre aux comptables publics de payer les sommes qui, en gros, ne seront pas dues parce que vous n'avez pas fait les travaux. Or, vous savez qu'un comptable public, en principe, ne peut pas payer les prestations qui n'ont pas été faites. Donc là, c'est une dérogation jusqu'au 23 juillet 2020. Vous avez le droit d'être payé des travaux que vous n'avez pas fait, que vous auriez dû faire. Donc, imaginez que votre marché n'a pas repris, vous êtes toujours en suspension ou en arrêt de chantier, eh bien, vous avez le droit au paiement des prestations non réalisées. Donc, ça aussi, c'est important. Alors, je dis juste deux mots sur les paiements. Il n'y a pas de modification dans les paiements, c'est-à-dire que si vous avez repris le chantier et que vous continuez à faire les prestations, bien évidemment, vous êtes payé dans les termes de votre marché. Je vous signale juste que si jamais vous rencontrez un maître de l'ouvrage récalcitrant pour les paiements, vous avez la possibilité de saisir la médiation des entreprises. La médiation des entreprises, c'est un organisme étatique qui existe depuis longtemps, mais là, ils ont été mis en avant pour vraiment intervenir dès lors que le maître de l'ouvrage ne vous paie pas. Et ils ont eu beaucoup de saisines, mais ils sont assez réactifs. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé donc des surcoûts, j'ai parlé de la théorie de l'imprévision. Vous avez aussi dans le CCAG travaux d'autres articles qui vous permettent, donc c'est l'article surtout 11.11 qui vous permet d'avoir le paiement des surcoûts, puisque dans cet article, on vous dit que votre marché couvre, le prix de votre marché couvre toutes les prestations que vous réalisez, sauf celles qui sont imprévisibles. Donc, ça fait un autre élément pour pouvoir effectivement demander au maître de l'ouvrage d'être payé des surcoûts que vous ne pouvez pas mettre, que vous n'avez pas pu prévoir. Alors, par rapport au marché public, un autre point sur lequel, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de réponses, et la question nous a été posée de savoir, je réponds aujourd'hui à un marché public, je sais maintenant que je vais avoir des surcoûts, comment je fais pour les mettre en marché public? Comment je peux faire? Alors, évidemment, on vous dit, essayez de chiffrer ces prestations et vous les mettez au maître de l'ouvrage.
Mais ce n'est pas toujours facile. Et malheureusement, nous n'avons pas de possibilité, puisque même si on essaie de mettre une clause sur l'imprévision, vous savez qu'en marché public, ce sont les maîtres de l'ouvrage qui font les marchés, qui font les dossiers de consultation, et donc on n'a pas la main mise sur ces dossiers. Donc là, nous avons vraiment un problème embêtant qu'on ne sait pas résoudre, puisqu'on a du mal à vous aider. Donc nous essayons par d'autres biais, notamment par des chartes, de sensibiliser les maîtres de l'ouvrage et de dire aux maîtres de l'ouvrage, mettez quand même des clauses d'imprévision dans vos marchés. Alors, les derniers points, avant peut-être vos questions, je voulais aussi parler des marchés privés, puisque là, j'ai parlé que des marchés publics. Par rapport au marché privé, il y a eu beaucoup moins d'avancées, puisque en marché privé, on a juste une ordonnance, c'est la 2020-306, qui permet, et là c'est encore un autre délai, c'est un peu différent, jusqu'au 23 juin 2020, de ne pas appliquer les pénalités de retard. C'est-à-dire que si un maître de l'ouvrage a prévu des pénalités de retard dans votre marché qui était prévu avant le 12 mars et qui a été passé du 12 mars jusqu'au 23 juin, ne pourra pas vous appliquer les pénalités de retard. Donc ça, c'est un point intéressant et important, mais seulement jusqu'au 23 juin 2020. Là aussi, nous pensions que ça irait jusqu'à beaucoup plus loin, jusqu'à l'état d'urgence sanitaire plus un mois, parce que c'est ce qui était prévu initialement dans cette ordonnance. Donc là, c'est jusqu'au 23 juin seulement. Et de la même façon, le maître de l'ouvrage ne peut pas résilier votre marché jusqu'au 23 juin 2020. Sauf bien évidemment si vous en êtes d'accord et que vous faites une résiliation avec le maître de l'ouvrage, mais de façon concertée. Alors, j'ai à peu près dit ce que je voulais vous dire. Ah non, pardon, la théorie de l'imprévision, juste encore. En marché privé, c'est pour ça que je voulais que Guillaume laisse cette diapositive-là, puisque en marché, si vous avez aussi interrompu les chantiers, notamment les marchés avec les particuliers, ne sont pas toujours très bien, enfin, il n'y a pas beaucoup de procédures, donc n'hésitez pas à faire un constat contradictoire avec lui pour reprendre le chantier, de négocier les conditions de reprise. Alors c'est vrai qu'avec un particulier, ça va être quand même un peu plus difficile, hein, puisque imputer des surcoûts à un particulier, ce n'est pas toujours évident. Et en marché privé, il y a aussi une théorie de l'imprévision, puisque le Code civil prévoit dans son article 1195 du Code civil la théorie de l'imprévision. Alors tout à l'heure, j'ai dit quelques mots, j'ai un peu développé ce que c'était en marché public. En marché privé, j'ai beaucoup moins de choses à dire, puisque cette théorie de l'imprévision dans le Code civil, c'est une théorie qui s'applique après maintenant depuis 3 ans, mais nous n'avons pas de jurisprudence. Donc, je ne peux pas vous dire exactement comment un juge déterminerait si un coût est normal, enfin, un surcoût est anormal ou anormal dans un marché de travaux privés. Donc, si on se réfère à la jurisprudence que l'on a en dehors de la théorie de l'imprévision et de l'application du surcoût par des tribunaux de l'ordre judiciaire, eh bien, c'est souvent dès lors qu'il y a un bouleversement de l'économie du contrat entre 15 et 20%, voire parfois même plus. Donc, ça ne peut pas toujours être très intéressant pour les particuliers de faire référence à cette théorie. Et par rapport au marché privé, eh bien, il y a la possibilité aussi d'avoir la norme AFNOR P03001 qui s'applique. Et dans cette norme AFNOR, il est prévu, et c'est assez, alors elle ne s'applique déjà que si c'est un document contractuel, mais ce qui est intéressant, c'est que cette norme prévoit l'imprévision, et en plus, la norme prévoit que s'il y a une modification du PGC, eh bien, le maître de l'ouvrage doit prendre en compte cette modification du PGC et les surcoûts qui sont engendrés. Voilà. Je vais peut-être vous laisser poser des questions. Je ne sais pas ce qu'en pense Guillaume. Y a-t-il des questions par rapport à ce que j'ai dit ? Je remets le son. Frédéric, oui, j'ai deux questions qui sont posées. Alors, Sandrine nous demande, lorsque c'est l'entreprise principale qui a arrêté les travaux et l'a imposé à ses sous-traitants, alors qu'il n'y a pas d'ordre d'arrêt de chantier, peut-on demander des indemnités de perte de production pour la période d'arrêt ? Bien sûr, je n'ai pas parlé des sous-traitants, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous avez un entrepreneur principal, c'est votre donneur d'ordre. Donc, dès lors que le donneur d'ordre a arrêté vos travaux, vous avez le droit d'avoir un constat contradictoire et vous avez le droit de négocier les conditions de reprise. Exactement ce que j'ai mis sur la slide que vous voyez, et même de mettre en avant la théorie de l'imprévision, sauf si, dans votre contrat de sous-traitance, l'entrepreneur principal a considéré que la théorie de l'imprévision ne devait pas s'appliquer, puisque ce n'est pas une obligation, ce n'est pas d'ordre public la théorie de l'imprévision. Hein, donc, il faut bien regarder. Mais Sandrine, vous avez tout à fait le droit de considérer qu'il y a un surcoût
et de demander à l'entreprise principale eh bien, de prendre en compte ce surcoût. Et elle, à la limite, elle le répercutera au maître de l'ouvrage. Et considérons que ce que j'ai dit pour les pénalités de retard et la résolution du contrat, eh bien, dans l'ordonnance 2020-306 que j'ai dit s'appliquer aux particuliers, elle s'applique aussi aux professionnels. Donc, vous êtes, vous, en tant que sous-traitant, un professionnel par rapport à l'entreprise principale qui est aussi un professionnel. Donc, pendant ce temps, si vous prenez du retard, parce qu'en plus, c'est l'entreprise principale qui a suspendu le chantier, par la suite, il faudra aussi négocier une prolongation du délai d'exécution et la non-application des pénalités de retard jusqu'au 23 juin 2020. Ai-je répondu à Sandrine? Eh bien, Sandrine va nous dire, mais je te transmettrai. Merci Frédéric. Une autre question. Sandrine dit merci. Oui, c'est parfait. Julien qui nous dit, pour en marché public, pour des travaux qui n'ont pas été réalisés pendant la période de confinement, est-ce qu'on peut se les faire payer en se référant au planning signé du marché? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un marché à prix global et forfaitaire. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai bien insisté. Dans l'ordonnance 2020-319, il est bien prévu de mémoire, si Julien veut regarder, je l'avais sous les yeux sur mon iPad, mais c'est l'article 4, je crois, où il est prévu que quand ce sont les marchés, non, je dis n'importe quoi, c'est le 6 ou 7, c'est plus en bas de l'ordonnance. Quand les marchés sont à prix forfaitaire, le maître de l'ouvrage doit payer les prestations qui n'ont pas été réalisées. Donc, s'il arrêtait ses travaux, tout à l'heure j'ai dit le 15 mars, il devait faire les prestations et demander le paiement fin mars, fin avril, maintenant presque fin mai. Il a le droit de demander le paiement des prestations qu'il n'a pas réalisées, puisque c'est contraire au service fait en principe en marché public, mais c'est l'ordonnance 2020-319 qui fait une exception. Y a-t-il un délai pour réaliser effectivement les travaux? Ah ben, quand il va reprendre, si tu veux, il va reprendre après les prestations, mais s'il a arrêté ses prestations et que maintenant il les reprend, il a le droit d'être payé des prestations qu'il n'a pas encore exécutées. Et ce qui fait, et c'est l'ordonnance qui le dit, à la fin du chantier, eh bien, s'il continue ses prestations normalement, eh bien, il aura été payé en avance, et puis il ne sera pas payé quand il va reprendre, puisqu'il aura déjà été payé. En revanche, s'il fait moins de prestations, il aura à rendre l'argent au comptable public. Très bien. Ai-je répondu à Julien? Oui, il dit que c'est parfait. Merci Julien, merci Frédéric. Donc, je te propose, Frédéric, de passer au point suivant, le compte prorata, les pénalités, les avances de paiement. Alors, j'étais un peu plus vite. Alors, j'ai parlé des pénalités de retard, pardon, j'ai déjà parlé des avances, pardon, je ne t'ai pas dit de passer, mais ça, les avances et les... Je n'ai pas noté le compte prorata. Non, non, tout à fait, exactement. Ça, j'ai pas parlé du compte prorata et c'est très important, le compte prorata. Nous avons beaucoup de questions sur le compte prorata puisque c'est la porte ouverte pour mettre tout et n'importe quoi sur le compte prorata. Donc là aussi, le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre ou le coordonnateur SPS n'a pas le droit de mettre toutes les dépenses, tous les surcoûts liés à la pandémie sur le compte prorata. Là, il faut être très strict et bien regarder quelles sont les dispositions du CCAP, puisque si jamais il y a un compte prorata, c'est que dans les 3/4, même plus que ça veut dire que le CCAP a prévu des dispositions qui sont mises au compte prorata, ou soit un compte d'État spécifique. Donc là, il est évident que si on regarde le guide au PPBTP, chacun a des responsabilités. L'entreprise, elle fournit des masques à ses salariés, le gel, etc. Mais en revanche, je le dis parce que j'ai eu une question l'autre jour, il est hors de question de fournir les masques au maître d'œuvre, puisque ça a été la question qui m'a été posée. Le maître d'œuvre, on n'a pas de contrat avec le maître d'œuvre, il est hors de question de mettre des masques. De la même façon, un entrepreneur qui doit installer la base vie, si dans le CCAP, ici qui renvoie aux dispositions du compte prorata, et si donc il n'est pas prévu dans la convention de compte prorata le nettoyage de la base vie, mais seulement je mets la base vie, je n'ai pas à faire le nettoyage. Donc, c'est vrai que ça peut bloquer le chantier. On a eu des chantiers qui étaient bloqués, puisqu'il y a un maître de l'ouvrage qui refuse de prendre des prestations donc, en surcoût. Il a tout mis au compte prorata. Bien évidemment, quand on a lu le CCAP et qui est renvoyé donc à la convention de compte prorata, qui ne faisait que reprendre les dispositions du CCAP, nous avons dit aux entreprises, il faut refuser, puisque le maître d'œuvre ne peut pas tout mettre au compte prorata. Alors après, si on est bloqué, si le maître de l'ouvrage ne veut rien faire, eh bien, ça veut dire que les conditions sanitaires, d'hygiène et de sécurité ne sont pas respectées et qu'on ne peut pas reprendre le chantier.
Donc, ce n'est pas non plus une solution très, très satisfaisante pour les entreprises, parce qu'à un moment donné, il faudra bien que les entreprises reprennent. Enfin, il faudra bien pour elles, puisque c'est important pour elles qu'elles puissent reprendre dans des bonnes conditions sanitaires, hygiéniques, de sécurité. Alors, la question peut se poser de savoir si on fait un lot nettoyage. Voilà. Alors, le lot nettoyage, ça peut être une solution avec un promoteur, marché privé, ou tout autre maître d'ouvrage privé. En revanche, quand on est en marché public, ça pose un gros problème, puisque vous savez que les marchés soumis au code de la commande publique, il faut une publicité et une mise en concurrence. Et dès lors qu'on crée un lot, eh bien, il faut relancer la procédure. Il faut faire des avenants de modification. Imaginez que le gros œuvre, par exemple, ait beaucoup de prestations, que ce soit un surcoût et qu'il ne puisse pas faire ces prestations. Donc, on rentre dans les charges manifestement excessives dont j'ai parlé tout à l'heure et qui permet à l'entreprise de dire « moi, je ne peux pas faire, je suspends » et qui permet au maître de l'ouvrage de relancer la procédure s'il considère qu'il y a urgence impérieuse. Mais seulement urgence impérieuse, donc c'est aussi à lui de prouver. Voilà, donc mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut bien regarder à chaque fois les dispositions et ne pas accepter. Alors je le dis, bien évidemment, je suis juriste. Hein. Quand je dis ne pas accepter, c'est d'un côté juriste. Je comprends bien que là, je ne suis pas du tout du côté commercial. Mais bon, voilà. Alors Frédéric, je profite, et la question, la Sandrine nous demande, est-ce que ce que tu viens d'expliquer s'applique en marché public et en marché privé, si l'intensité de nettoyage existe et si alors là, je ne comprends pas, le surcoût doit-il être partagé entre les entreprises uniquement? Ah, alors, je ne sais pas, Sandrine. Je ne sais pas parce que ça dépend des conditions, enfin, de votre marché, des dispositions de votre marché. Hein. Et vraiment, alors tout à l'heure, d'ailleurs, je crois que c'est Sandrine qui a posé la question sur la sous-traitance. Bien évidemment, quand j'ai expliqué la théorie de l'imprévision, ça s'applique aussi aux sous-traitants, hein, par rapport au surcoût. Donc, ça veut dire que si jamais je suis sous-traitant, j'ai des surcoûts, puisqu'il n'y a pas des entreprises principales qui vont avoir un surcoût, j'ai le droit de mettre en jeu la théorie de l'imprévision si je peux la faire appliquer. Alors, à votre question, est-ce que ce sont les entreprises sur le chantier qui vont prendre tout? Non, puisque ça va dépendre des conditions de votre marché. Si le gros œuvre qui a l'installation de la base vie et le nettoyage, eh bien, c'est lui qui va devoir prendre ça. Après, ce sera un surcoût. Donc, il pourra demander au maître d'ouvrage un avenant, si le maître d'ouvrage veut bien, avec l'application de la théorie de l'imprévision. Si le maître d'ouvrage ne veut pas, eh bien, un mémoire en réclamation. Si en revanche, c'est inscrit sur le compte prorata, et donc dans la convention de compte prorata, que chaque entreprise doit le nettoyage, ou une entreprise où c'est mis tout le nettoyage au compte prorata, eh bien, c'est le gestionnaire du compte prorata qui devra, à ce moment-là, voir le maître de l'ouvrage et demander que la théorie de l'imprévision s'applique, et après répercuter, refaire descendre à toutes les entreprises la possibilité d'être dédommagées. Est-ce clair pour Sandrine? Je suppose, on va voir sa réponse. Il y avait une autre question également pour le compte prorata. Est-ce qu'il y a bien une commission du compte prorata pour avoir l'accord des entreprises sur les affectations des différentes dépenses? Oui, en principe, il y a un comité de contrôle, hein, si c'est ça. Alors, le comité de contrôle, il est prévu dans la norme AFNOR P03001, dans l'annexe C de la norme. En revanche, je ne connais pas toutes les conventions de compte prorata, puisqu'il n'y a pas un modèle type de convention, donc il faut bien regarder. Mais effectivement, ça peut être le biais de dire, on a une dépense supplémentaire, est-ce que le comité de contrôle accepte de prendre sa dépense supplémentaire? Et si ce n'est pas trop exorbitant pour le chantier, on peut évidemment le partager sur toutes les entreprises. Mais dans ces cas-là, c'est une acceptation de toutes les entreprises, enfin, pardon, du comité de contrôle, et si l'entreprise ne veut pas, elle pourra contester. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Écoute, je ne sais pas si j'ai répondu à Sandrine, parce que j'ai vu, il y a quelque chose est revenu, mais je ne l'ai pas lu. Non ? Alors, Sandrine nous dit que pour avoir un complément sur cette question, elle l'appellera sa fédération départementale. Très bien, Sandrine. Écoutez, sinon, vous pouvez aussi donner mon nom et puis la fédération m'appelle pour qu'on en discute, comme vous voulez. Très bien. Voilà, merci. Peut-être d'autres points à ajouter, Frédéric, ou on peut Alors, passer... si j'ai encore juste si j'ai juste une petite seconde, oui, je veux bien. Je t'en prie. Oui, je peux? Je t'en prie. Sur l'insertion, merci. Alors, j'ai pas fait de focus et de point de vue. Pour les marchés de la commande publique, et c'est un marché privé, ces marchés prévoient qu'il y a l'obligation d'insérer du personnel et des loyers de l'emploi. Donc,
on n'a pas encore fait dans les tomes 1 et 2 du guide des petits focus là-dessus. Je le dis parce que j'ai eu déjà pas mal de questions. Pour ceux donc, qui ont ces genres de dispositions dans leur marché, donc l'obligation d'employer du personnel éloigné de l'emploi, ça veut dire qu'on prend des gens extérieurs à l'entreprise, donc ça peut être des personnes vraiment soit qui sont au chômage, soit des reprises, enfin, des sortes de prison, etc. Donc il faut savoir que c'est une obligation de prendre ces personnels, sauf il y a 2 articles, et je vais vous dire parce que je ne suis pas du tout spécialiste du droit du travail, c'est le L 2233-46 et le L 2242-5 du Code du travail qui permettent aux entreprises de dire au maître de l'ouvrage qui a mis ce genre de clause d'insertion des personnes éloignées de l'emploi dans le marché, que dans la mesure où elles ont mis des salariés en chômage partiel, donc ils ont d'abord l'obligation de reprendre ce personnel-là. Et donc, c'est une possibilité pour ne pas prendre des personnes donc en insertion. Voilà. Et de la même façon, dans la mesure où j'ai dit que les pénalités de retard étaient exclues par l'ordonnance 2020-319 et 2020-306, soit donc en marché de la commande publique ou en marché privé, comme les clauses d'insertion sont souvent soumises à des pénalités, on ne pourra pas non plus leur appliquer les pénalités si les entreprises n'ont pas pris sur les chantiers les personnes éloignées de l'emploi. Voilà. C'est important de le signaler parce que nous avons aussi pas mal de questions là-dessus. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Plus de questions? Eh bien, écoute, je ne vois plus de questions pour le moment. Donc, je propose de transmettre la parole sur les assurances à Frédéric et Guillaume. Non, à Sarah peut-être. Sarah, pardon. À Sarah et Guillaume. Merci en tout cas. Merci à toi. Bien, merci Frédéric. En même temps, si tu souhaites compléter sur certaines parties, surtout n'hésite pas. Donc effectivement, avec Guillaume, nous allons vous parler voilà, d'un certain nombre de problématiques liées à la situation actuelle en lien avec les assurances. Donc évidemment, notre propos ne se veut pas exhaustif. On n'a pas vocation à aborder l'ensemble des sujets. On en a choisi un certain nombre qui nous paraissent importants et utiles d'avoir en tête, notamment parce que peut-être que dans la période qu'on a connue, certains points en lien avec les assurances n'étaient pas forcément les premiers points sur lesquels les entreprises ont été alertées et donc ont pris des mesures. Alors, on va aborder plusieurs points aujourd'hui. Là, j'annonce simplement mon plan avant de passer à la slide suivante. Mais voilà, le plan qu'on a choisi aujourd'hui avec Guillaume, c'est de vous parler, des arrêts de chantier. Ensuite, de vous dire quelques mots de ce qui va se passer, enfin, ce qui se passe d'ailleurs plutôt en matière d'assurance automobile, de l'assurance du matériel, en particulier celui qui est pris en location, matériel, engin de chantier et autres. On dira quelques mots des cotisations d'assurance. Et en dernier, on parlera d'un sujet qui a fait couler quand même beaucoup d'encre ces dernières semaines, qui est celui des pertes d'exploitation. Donc, Sarah, je profite de la présentation du plan. Il faudrait essayer de parler dans votre petit micro un peu plus, parce qu'on vous entend pas bien. Très bien. Alors, je vais faire… Voilà, c'est mieux. Ben, je ne bouge plus. Et donc, du coup, je vous propose de débuter tout de suite avec les conséquences des arrêts de chantier. Donc, effectivement, Frédéric l'a dit, les entreprises, jusqu'à la réception des travaux, ont par principe la garde du chantier. Suite aux arrêts de chantier, il était possible de demander à la maîtrise d'ouvrage un transfert de la garde, ce qui paraissait d'autant plus légitime dans un certain nombre de situations où, par exemple, c'était la maîtrise d'ouvrage qui avait pris la décision d'arrêter les chantiers. Dans ces conditions, ne pouvant pas accéder au chantier et poursuivre les travaux, il était peut-être, dans certains cas, compliqué d'en assurer la garde. Cela étant dit, sauf à obtenir le transfert de garde, l'entreprise donc est responsable. Ça veut dire très concrètement que quels que soient les dommages qui arrivent sur le chantier jusqu'à sa réception, c'est l'entreprise qui doit reprendre les travaux. Dans la situation de confinement qu'on a connue, il y a peut-être 2 événements majeurs à avoir en tête. C'était d'une part les événements climatiques qui ne sont pas spécifiques à la situation de confinement, mais qui, en l'absence de toute personne sur le chantier, peuvent prendre des proportions plus importantes qu'en dehors de ce contexte-là. Donc, on a eu quand même quelques intempéries, même s'il a fait globalement beau pendant la période de confinement. Ça peut être un des points qui a pu donner lieu à des dommages. L'autre point qui était plus préoccupant et sur lequel la FFB
a beaucoup alerté les entreprises adhérentes, c'est celui du vol et des actes de vandalisme sur chantier. Donc, ce que j'ai illustré avec chantier interdit au public là, mais c'est vraiment voilà, l'idée du risque qu'il y avait d'avoir des dommages et des vols. Alors, face à ce risque-là, il existe des solutions d'assurance, évidemment, des solutions d'assurance pour chacune des entreprises. C'est ce qu'on appelle des garanties dommages en cours de chantier. Donc, chaque contrat d'assurance peut avoir une rédaction un petit peu différente, mais globalement, on retrouve ces garanties dans le contrat responsabilité civile et décennale de l'entreprise. On va avoir un volet dans ce contrat-là qui va couvrir un certain nombre d'événements qui peuvent arriver en cours de chantier. Une autre possibilité est d'assurer ce type de dommages à l'échelle d'une opération de construction. C'est ce qu'on appelle les contrats tout risque chantier que l'on peut souscrire avec assez régulièrement des couvertures un petit peu plus larges que dans les garanties souscrites par les entreprises. Alors, pourquoi on parle de ces contrats-là? C'est parce qu'évidemment, il y a des risques, mais aussi parce qu'en cas d'arrêt de chantier et en l'absence de transfert de garde, il faut faire attention au maintien de ces garanties-là, puisque la plupart des contrats d'assurance, voire, je pense, tous les contrats d'assurance sur les dommages en cours de chantier, ont des exclusions en cas d'arrêt de chantier supérieur à un certain délai. Ça peut être par exemple 30 jours. Donc, ce qui veut dire très concrètement que si le chantier est à l'arrêt pour un délai supérieur à celui qui est prévu par le contrat, les garanties tombent. Donc là-dessus, voilà, il fallait être particulièrement vigilant, mais voilà, les assureurs, dont la SMA BTP, ont pris un certain nombre de mesures compte tenu du contexte, et je cède du coup la parole à Guillaume pour nous en dire quelques mots. Bonjour à tous, donc Guillaume Le Serre, SMA BTP. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Ça a l'air. Bon. Donc en fait, c'est parfait, Guillaume. c'est bon, Guillaume, impeccable. Donc en fait, ce qui est important aujourd'hui dans les dommages en cours de travaux, il faut bien comprendre que, en tout cas sur un contrat d'assurance, c'est pas systématique. À la SMA BTP, c'est systématique parce que nous, on est vraiment calé au métier du bâtiment. Mais bien souvent, dans les contrats d'assurance divers et variés, vous allez avoir d'un côté une responsabilité civile et de l'autre côté une décennale. Pour rappel, la responsabilité civile, c'est le dommage causé à un tiers, et la décennale, c'est le dommage causé à l'ouvrage après réception. Et encore une fois, quand le chantier n'est pas réceptionné, vous en avez la garde. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement, il y a eu donc une période importante d'arrêt et avec des risques qui étaient vraiment importants, soit en dommages, encore une fois, soit sur le vol, sur chantier. Donc aujourd'hui, la SMA BTP avait pris des mesures que vous pourrez donc retrouver sur les documents qu'on a mis en ligne. Par exemple, pour la partie maîtrise d'ouvrage, c'est des chantiers, en fait, c'est des tarifs qui sont faits en fonction du chantier et de sa durée. Donc, on a prolongé en cas d'arrêt de chantier de 30 à 60 jours nos garanties pour la partie dommages. Et de toute façon, pour l'entreprise, donc les contrats d'assurance, encore une fois, en entreprise, vous avez donc une responsabilité civile, une décennale et une garantie qui s'appelle tout dommage en cours de chantier. Donc, cette garantie tout dommage en cours de chantier va couvrir l'intégralité de votre chantier, enfin, surtout vos risques à vous, donc couvrir vos dommages. Et là, c'est important parce que il y a eu, moi j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps d'un client qui a eu une inondation sur un chantier parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps. Et il en avait la garde. Donc, du coup, il faut que nous, on paye aujourd'hui les réparations sur ce chantier-là qui s'élève à peu près à 20 000 €. Donc, c'est vrai que ça peut, dans cette période difficile, en plus, avec une reprise compliquée, il ne manquerait plus que vous ayez en plus l'obligation de reprendre à vos frais les dommages subis. Donc, qui dit dommage dit aussi vol. Et ça, voilà, c'est pareil. Il y a eu quelques vols quand même pendant cette période de confinement, vu que les chantiers étaient vides, c'était beaucoup plus simple. Je ne sais pas si c'est bon, si c'était clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Même si on passe à la slide suivante, évidemment, il y a
aucun souci pour revenir en arrière si besoin. Puisque ce qu'on vous propose à présent, c'est de vous parler un petit peu d'assurance automobile et pour éviter de vous retrouver dans la situation que l'on retrouve sur l'image d'un accident de la circulation alors que le véhicule n'est pas assuré. Pourquoi on a décidé de vous parler de ce point-là? C'est parce que on n'a pas de doute sur le fait que l'ensemble de la flotte de véhicules des différentes entreprises soit correctement assurée, mais c'est que peut-être, compte tenu du contexte, l'utilisation des véhicules personnels de certains salariés pour un usage professionnel, donc pour les besoins du service, voilà, pourrait être amené à se multiplier, et ce potentiellement dans la durée. Donc concrètement, il s'agit de demander à un salarié d'utiliser son véhicule personnel vraiment pour le besoin du service de l'entreprise et non pas uniquement pour un éventuel trajet domicile-travail. Donc dans ces conditions-là, le contrat d'assurance qu'il a lui-même souscrit ne sera pas forcément adapté, puisque quand on souscrit un contrat d'assurance automobile à titre personnel, on déclare un usage. Donc ça peut être un usage purement privé. Dans ces conditions-là, si on commence à s'en servir pour un trajet domicile-travail, il faut l'adapter. Ensuite, si on commence à en faire un usage vraiment purement professionnel, au-delà du trajet domicile-travail, dans ces cas-là, là aussi, il va falloir prendre des dispositions en matière d'assurance. Ces dispositions, elles sont de deux ordres. C'est d'une part, côté salarié, déclarer à son assureur l'usage professionnel du véhicule, dit professionnel, du véhicule, afin qu'il adapte les garanties et être sûr qu'en cas d'accident, au cours d'une mission professionnelle, l'usage professionnel a bien été déclaré. Comme ça, on évite des difficultés de ce point de vue-là. Il faut avoir la même logique côté entreprise, puisque l'entreprise est responsable de ses salariés, elle a une obligation de sécurité, et donc en cas d'accident, elle peut voir sa responsabilité mise en jeu. C'est la raison pour laquelle les assureurs, et je laisserai Guillaume nous expliquer ça dans un instant, proposent des garanties aux entreprises pour garantir justement, spécifiquement, cet usage ponctuel ou plus régulier des véhicules personnels des salariés pour les besoins dits du service. J'en ai fini pour ma partie, donc Guillaume, je te laisse compléter. Merci Sarah. Alors, tu as bien fait de parler de ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, c'est souvent un sujet qui est méconnu et encore plus sur cette période. Donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, donc les flottes auto des entreprises donc sont généralement, comme disait Sarah, bien assurées. Donc avec cette période après Covid, enfin en tout cas après confinement, parce qu'après Covid malheureusement c'est pas fini, mais en tout cas après confinement, vous allez peut-être avoir besoin de demander à vos salariés d'utiliser leur véhicule personnel pour aller sur un chantier, pour limiter un petit peu, le nombre de personnes dans chaque véhicule, pour éviter la propagation du virus et ce genre de choses. Il faut savoir que dans ces cas-là, donc c'est vraiment des missions que vous leur donnez, sur un besoin de service. Dans ces cas-là, encore une fois, il ne sera pas, lui, assuré sur son contrat personnel et du coup, vous risquez de payer, en tout cas les dommages. Alors en fait, nous, par exemple, sur nos contrats d'assurance, donc si c'est, une chose occasionnelle, on pourra le prendre sur le contrat d'assurance de la flotte auto de l'entreprise. Après, comme je dis toujours, ça peut avoir un avantage dans l'immédiat, c'est que vous allez répondre à, on va dire, un besoin. Mais par contre, si c'est un sinistre, financièrement important, il risque aussi d'amputer votre, cotisation parce que vous allez vous retrouver avec une sinistralité du jour au lendemain importante, alors que c'est, en tout cas un besoin de service. Après, ce qui peut être, bien aujourd'hui de prendre, c'est, il y a des contrats d'assurance qui s'appellent des contrats type mission. C'est des contrats qui sont faits au kilomètre. Donc, par exemple, nous, on a de 0 à 3000 kilomètres, de 3 à 10 et ainsi de suite. Et c'est des tarifications qui sont faites aussi en fonction de la population. Donc, c'est du personnel sédentaire ou non sédentaire ou les 2. Et en fonction de ça, vous allez avoir un contrat d'assurance type qui viendra couvrir, les missions de vos salariés, et du coup, vous allez leur apporter des garanties complémentaires à vos salariés, surtout en matière corporelle, en matière, d'accident, en matière aussi de main enfin de dépannage parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de dépannage non plus pour payer moins cher. Enfin voilà, et vous répondez à votre obligation. Ces contrats-là sont pas des contrats coûteux, mais c'est vraiment, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on va tourner en moyenne dans les 900 à 1 000 € et pour les plus gros contrats, peut-être à 1 500 €. Mais l'avantage, c'est que vous allez vous retrouver avec un contrat qui va vraiment couvrir ces ordres de mission
Et pour rappel, parce que ça arrive souvent dans les entreprises, bon, ça arrive, beaucoup d'entreprises ont leur véhicule d'entreprise assuré, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'assistante qui va déposer un chèque à la banque, si vous lui demandez de faire ça toutes les semaines, ça reste une mission si en plus elle prend sa voiture. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir, là aussi, un risque important. Bien sûr, on ne souhaite pas, mais un mort, une personne écrasée, et là, financièrement, voilà, ça peut coûter très, très cher. Donc, je vous invite après à vous rapprocher de votre assureur pour voir ce genre de choses aussi qui est non négligeable, surtout sur cette période de reprise, quoi. N'hésitez pas à poser vos questions, puisque à présent, on va vous parler un petit peu des matériels et engins de chantier. Plus spécifiquement, ceux qui sont pris en location, puisque il est évident que l'ensemble du matériel et des engins de l'entreprise doivent être correctement assurés, qu'il existe des assurances pour ça, et que si certains chantiers sont à l'arrêt avec du matériel qui reste sur chantier, l'idéal est évidemment de pouvoir sécuriser ce matériel, mais s'il doit, pour X ou Y raison, rester sur chantier, on ne va par exemple pas forcément démonter la grue tout de suite, puisqu'on va quand même reprendre le chantier à un moment ou à un autre. Dans ces conditions, vérifiez bien que le contrat d'assurance est maintenu malgré, encore une fois, l'arrêt du chantier. On a choisi, là pour le coup, plutôt de vous parler du matériel et des engins pris en location, parce qu'à la fédération, on a eu pas mal de questions sur ce sujet-là, notamment sur le sort des contrats eux-mêmes. Est-ce que je dois continuer à payer mes échéances de contrat de location? Est-ce que les contrats peuvent être résiliés? Est-ce que je dois restituer le matériel quand c'est possible? Donc, ce qu'on a souhaité vous rappeler, c'est que, comme pour le chantier, tant qu'une entreprise a la garde du matériel qui est pris en location ou de l'engin, elle doit en assumer les risques. Alors, concrètement, les contrats de location prévoient que si, par exemple, le matériel est détruit, détérioré, l'entreprise devra en répondre vis-à-vis du loueur. C'est la même chose si le matériel vient à être volé. Si le matériel ne peut pas être restitué à l'issue du contrat de location parce qu'il y a eu un vol, l'entreprise qui a loué devra rembourser la valeur du matériel. Et quand on parle de la valeur, d'une manière générale, en tout cas des contrats qu'on a pu voir sur le sujet et des conditions générales interprofessionnelles qui existent sur le sujet, on est plutôt sur une valeur de remplacement à neuf, puisque concrètement, même si le matériel a une certaine usure au moment où il est loué, s'il n'est pas restitué, le loueur, lui, doit en racheter un neuf, ou en tout cas un matériel équivalent à celui qui n'a pas été restitué. Donc, la responsabilité qui pèse sur l'entreprise est quand même assez importante, d'autant plus importante qu'elle a peut-être dû laisser ce matériel, ces engins sur les chantiers pendant plusieurs semaines, avec les risques qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, que ce soit le risque intempérie, le risque vol, le risque vandalisme. Donc là encore, heureusement, il existe des solutions d'assurance pour couvrir ce type de risque, à la fois à l'échelle des entreprises qu'à l'échelle des loueurs. Alors, je pense que Guillaume en parlera, mais il y a quand même quelques points de vigilance, quelques points d'attention concernant les contrats d'assurance proposés par les loueurs qui parfois n'ont pas la même étendue de garantie, donc ils ne couvrent pas les mêmes risques, ce n'est pas aussi large forcément que ceux que vous pouvez souscrire pour vos entreprises, pour le matériel que vous prenez en location. Donc je vais laisser Guillaume compléter sur ces différents points et peut-être nous dire quelques mots des conséquences de la suspension éventuelle des échéances du contrat, voire même de la suspension du contrat de location sur les contrats qui ont pu être souscrits par les entreprises. Merci, Sarah. Donc, alors, pour la partie location d'engin, donc, ce qui est important, donc, aujourd'hui, quand vous allez louer un engin chez un loueur, vous avez 3 choix en matière d'assurance. Donc, c'est soit vous auto-assurez, soit vous assurez auprès du loueur, soit vous êtes assuré auprès d'un assureur. En général, donc, on s'assure auprès du loueur. Le loueur vous demande à peu près entre 8 et 10%
des frais de location qui vont concerner une assurance qui s'appelle Brin Machine. Donc ça, je pense que vous avez dû voir pour ceux qui louent, par exemple, les Kijoutou ou ce genre de gros prestataires. Donc c'est ce qu'on appelle une assurance Brin Machine. L'assurance Brin Machine porte bien son nom, ça ne couvre que le Brin Machine. Donc souvent, nous, ce qu'on conseille, par exemple, c'est de prendre un contrat d'assurance à part chez un assureur type, donc, bien sûr SMA le fait, qui va couvrir en fait le bris de machine et qui va couvrir et surtout le vol et le vandalisme. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, si vous avez, c'est sûr que pendant cette période de confinement, un arrêt de chantier, un arrêt de facturation, certes, mais un engin qui est resté sur le chantier, qui est à votre garde, et qu'en plus il est volé, donc dans ces cas-là, vous risquez vraiment de vous retrouver dans des situations très difficiles pour l'entreprise. Nous, par exemple, SMA, on a tout de suite donc maintenu les garanties, même s'il n'y avait pas de paiement. Parce qu'il faut savoir que qu'il y a un arrêt de facturation, donc le loueur arrête sa facturation, mais vous en gardez la garde. Donc ça veut dire que nous, c'est sur des périodes où on ne va pas appeler de cotisation, vu qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires là-dessus. Mais on a décidé de maintenir la garde, de maintenir en tout cas l'assurance. Donc ça veut dire que voilà, c'est un geste que nous, on a fait pendant cette période-là. Et encore une fois, donc il faut le savoir sur ces contrats d'assurance, bien souvent sont beaucoup moins chers que ce que vous avez aujourd'hui sur le marché chez les loueurs. Parce que comme je l'ai dit, vous êtes entre 8 et 10%, sachant que chez un assureur, en moyenne, vous êtes à peu près à 5% du chiffre d'affaires loué. Donc vous faites des économies, vous êtes mieux assuré et vous couvrez surtout des risques importants qui sont le vol et vandalisme. Et comme je dis toujours, ça permet aussi dans ces cas-là, lors d'un vol d'engin, de ne pas être seul face au loueur en cas de sinistre. Vous avez votre assureur qui sera là pour bien sûr vous aider parce que le sinistre va être ouvert auprès de votre assureur et ça évite voilà toute complication, tout tracas et c'est votre assureur qui s'occupera de cette partie-là. Voilà en tout cas sur ce que j'avais envie de dire sur cette partie. Donc vraiment c'est faut pas oublier de comparer et surtout regarder bien derrière les conditions générales. C'est marqué souvent en tout petit ce que concerne l'assurance et ce qu'elle comporte, le prix que ça coûte et surtout ce qu'elle comporte. Parce que voilà, vous pouvez vite vous retrouver avec des réparations importantes, je pense que vous les voyez souvent, ou des vols et malheureusement les vols aujourd'hui, il y en a beaucoup et avec des crises, ça risque de s'accentuer. Voilà ce que j'avais à dire Sarah, je ne sais pas s'il y avait autre chose à ajouter? Non, je crois qu'on a fait un bon tour sur cette partie-là. J'imagine, Guillaume Prévost, pour le coup, qu'on laisse les questions pour la fin peut-être? On poursuit Oui, la tout à présentation? fait. Ok, Je te allez, propose d'enchaîner, puis on fera un très résumé bien, des questions, récapitulera à parfait. la fin. Alors, on va parler donc des cotisations d'assurance dans tout ça, puisque dès le début du confinement, voilà, plusieurs fois se sont élevés en fait pour dire que bien, les véhicules ne circulaient plus, donc c'était de nature à diminuer le risque et donc à justifier des baisses de cotisations. Mais le même raisonnement s'est également appliqué concernant l'assurance des risques de l'entreprise, puisque certains contrats d'assurance fonctionnent avec un taux qu'on applique sur le chiffre d'affaires ou les encaissements de l'entreprise. Donc, j'ai mon taux, j'ai mon assiette. Comme je ne connais pas par définition, par avance, le chiffre de l'année en cours, in fine, je pars sur un prévisionnel. Généralement, les assureurs partent du prévisionnel de l'année N-2 au départ, puisqu'ils n'ont même pas encore les chiffres de l'année N-1, et ensuite, ils réagissent sur N-1. Donc, il est vrai que on peut espérer que certaines entreprises feront le chiffre qu'elles avaient prévu, ou en tout cas celui sur la base duquel est calculée la cotisation annuelle actuellement. Mais il y a quand même, je pense qu'on ne va pas se le cacher, on va avoir un certain nombre d'entreprises qui ne feront pas le chiffre prévu et donc vont avoir un chiffre d'affaires à la baisse avec, in fine, s'il n'y a pas de réajustement aujourd'hui de la cotisation, une ristourne qui va leur être faite l'année prochaine. Sauf que quand même, compte tenu du contexte, en tout cas ça a été une des actions de la fédération, il nous a semblé important de ne pas attendre l'année prochaine pour réajuster la cotisation, mais bien d'en tenir compte dès aujourd'hui. Et que ce soit sur ce point-là ou sur les ristournes sur d'autres contrats, je pense que la FFB, et pas que la FFB, a été entendue par un certain nombre d'assureurs, puisque vous avez très certainement voilà, entendu parler des mesures prises par
par certains assureurs dans ce domaine, mais je laisse voilà, Guillaume nous dire quelles ont été les mesures spécifiques prises en matière de cotisation par la SMA BTP. Merci. Donc en fait, voilà, pour la partie, assurance, décennale civile, aujourd'hui, nous avons deux types de contrats. On a un contrat qui est forfaitaire, qui est pour les artisans en fonction de leur activité. C'est des contrats aujourd'hui qui évoluent, souvent, enfin en tout cas une partie, avec du chiffre d'affaires et une partie avec l'effectif, mais on est sur des contrats forfaitaires. Donc sur ces contrats-là, on a décidé d'offrir 1 mois, de cotisation, voilà, pendant cette période-là. Donc en fait, tous ces clients-là ont bénéficié d'une remise, tarifaire et hem voilà, afin de permettre, tout simplement de les aider dans cette période. Ensuite, pour les contrats d'assurance, aujourd'hui, civile décennale qui concernent tout le reste des entreprises, donc vraiment une bonne partie des entreprises qui sont sur le chiffre d'affaires. Là, en fait, on a proposé à nos sociétaires de tout de suite, afin d'éviter d'avoir une régularisation, trop à la baisse, l'année prochaine, de réévaluer leur chiffre d'affaires en milieu d'année, donc leur chiffre d'affaires prévisionnel 2020. Ce qui fait que, on sait très bien qu'il y en a qui ont perdu entre 15, 20, 30 et ça leur a permis tout de suite de reprendre un peu de souffle parce que, nous on a voilà réadapté nos décomptes de cotisation sur ces parties-là. Et c'est vrai que encore une fois, comme je dis toujours, sur ces contrats d'assurance, alors bon, c'est vrai que quand on monte le chiffre d'affaires, on paye plus cher. Par contre, voilà, dans des périodes plus compliquées, on est bien content de retrouver un peu de souffle et de payer moins de cotisations d'assurance. Parce qu'encore une fois, on assure en fonction du risque et donc plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de chantier, plus il y a de risque. Donc obligatoirement, voilà, ça on trouvait ça tout à fait juste de le faire comme ça. Voilà, en tout cas sur cette partie-là, Sarah. Eh bien, Merci. merci à la SMA pour cet effort commercial. Merci. Et puis cette mesure quand même d'accompagnement des entreprises, parce que réajuster aujourd'hui les chiffres, ça évite ce décalage dans le temps et ça permet justement de soutenir les entreprises dès aujourd'hui et pas avoir une ristourne l'année prochaine, ce qui serait un peu illogique dans le contexte actuel. Alors, dernier point, mais non des moindres, Dernier point, euh, voilà. voilà, les pertes d'exploitation. Alors, c'est un sujet, voilà, vraiment qui a été assez polémique ces dernières semaines, puisque, dès le début, du confinement, et on en a été témoin évidemment à la fédération, de nombreuses voix se sont élevées, pour demander une prise en charge des pertes d'exploitation par les assureurs et quelque part pour dire: «Mais que font les assureurs? On a souscrit des contrats d'assurance pour les pertes d'exploitation, il s'agit maintenant de les mettre en œuvre». Alors, vous vous doutez bien qu'on n'a pas été inactif sur le sujet et qu'on a fait remonter au plus haut niveau, y compris à Bercy évidemment, la problématique des entreprises et les enjeux bien réels pour chacune d'entre elles. Alors, ils nous ont pas attendus pour le voir, évidemment, mais il s'agissait voilà, de mener des actions pour obtenir vraiment des mesures fortes en ce domaine. Alors, plutôt que de s'orienter vers une prise en charge des pertes d'exploitation par les contrats d'assurance de ceux qui les avaient souscrits, parce que ça suppose quand même déjà d'avoir souscrit une garantie perte d'exploitation, l'État s'est plutôt orienté vers la création d'un fonds de solidarité, vous le savez, mais vers un abondement des assureurs à ce fonds de solidarité. Donc, par 2 fois, les assureurs ont mis au pot du fonds de solidarité, la première fois à hauteur de 200 millions, la seconde, encore une fois, à hauteur de 200 millions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le fonds de solidarité qui a été mis en place, 400 millions proviennent des fonds propres des assureurs. Donc, chaque compagnie a quelque part au prorata, on parlait de compte prorata tout à l'heure, mais voilà, là, au prorata, chacun a participé pour sa part. Donc ça, c'est un premier point. Cela étant, c'est pas en indiquant voilà, un abondement au fonds de solidarité était fait que ça a fait baisser les demandes sur les garanties perte d'exploitation et les garanties assurantielles. Donc, il est peut-être intéressant voilà, de rappeler le fonctionnement de ces garanties parce que je pense qu'il y a une certaine confusion dans l'esprit des assurés et des entreprises sur ces garanties et qui sont entretenues en fait par la communication d'un certain nombre de compagnies d'assurance. Et parce que ce qui s'est passé, c'est que certains ont indiqué qu'ils allaient donner des primes exceptionnelles, c'est-à-dire des sommes alors qu'elles n'étaient pas dues contractuellement. Donc là, à partir du moment où certains commencent à régler, la question naturelle est de se dire: «Mais pourquoi les autres ne le font pas ?» Et donc ça fait un peu un effet boule de neige et surtout,
certains en fait, ont tout de suite réagi en disant que ceux qui indiquaient qu'ils allaient verser des primes exceptionnelles, finalement, peut-être le faisaient-ils plutôt pour s'éviter d'avoir à appliquer leur propre contrat qui serait mal rédigé. Et donc, au final, ça leur aurait coûté beaucoup plus cher d'appliquer les contrats. Donc, voilà, ça a donné lieu à une grande cacophonie. Il faut savoir que l'autorité de contrôle française, donc qui contrôle les compagnies d'assurance, s'est saisie du sujet. Elle a d'une part appelé les assureurs à la prudence sur la gestion de leurs fonds propres pour assurer évidemment leur solvabilité et leur solidité financière, parce que c'est le rôle de l'autorité de contrôle de le faire. Ça a été l'une de ses actions. L'autre action a été de lancer une enquête sur les contrats perte d'exploitation pour savoir concrètement qui couvre quoi. Puisque je ne vais pas le détailler énormément, mais quand même essayer de vous expliquer de manière simple comment ces contrats fonctionnent en pratique quand ils sont souscrits. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, un contrat d'assurance perte d'exploitation est rattaché à l'assurance des locaux d'une entreprise, d'un atelier, etc. Et donc, c'est en cas de dommage à ce local que la garantie est déclenchée. Concrètement, ça veut dire, je suis menuisier, j'ai un atelier de fabrication de menuiserie, je subis un incendie, les pertes d'exploitation consécutives à cet incendie et donc à l'impossibilité d'exercer mon activité dans ces locaux est prise en charge par la garantie perte d'exploitation. Donc, ce que disent les assureurs, c'est qu'il faut un dommage matériel pour déclencher la garantie perte d'exploitation. S'ajoutent à cela d'autres types de garanties qui, sauf erreur de ma part, ne se rencontrent pas trop dans le domaine du bâtiment, qui sont ce qu'on appelle des garanties perte d'exploitation sans dommage. Donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin de dommage matériel pour que la garantie soit déclenchée. Néanmoins, il faut quand même rentrer dans une des cases du contrat. La case du contrat peut être une indisponibilité des produits chez le fournisseur. Mais ça peut être aussi le cas d'une fermeture administrative. Et c'est ce point-là qui a vraiment donné lieu à discussion, puisque les hôteliers, les restaurateurs, etc., ont, eux, subi une fermeture administrative, ce qui pourrait justifier, en fonction de la rédaction du contrat, une prise en charge au titre des pertes d'exploitation suite à cette fermeture administrative. Je tiens à préciser quand même que s'agissant des entreprises de bâtiment, elles n'ont pas fait l'objet dans les différents textes d'une fermeture administrative en tant que telle. C'est-à-dire que les différents arrêtés et décrets qui ont été pris suite voilà, à la déclaration d'état d'urgence sanitaire, ça n'a pas visé les entreprises. Et c'est bien un des points qui a été polémique sur les arrêts de chantier. Cela étant, si on se limite au strict sujet assurantiel, si je n'ai pas une fermeture administrative en tant que telle, je ne peux pas mobiliser la garantie. Si tant est que je puisse la mobiliser, parce que voilà, il y a peut-être la question des choraux, mais encore ça peut se discuter, est-ce que dans ce cas-là, la garantie est mobilisable? Là, il risque d'y avoir encore un ultime obstacle à franchir, qui va être celui des exclusions de garantie, puisque ces contrats-là, comme tout contrat d'assurance du reste, ont des exclusions de garantie, notamment les pandémies, les micro-organismes, etc. Donc, ça veut dire que l'assureur pourrait aussi arguer du fait que, certes, il y a une garantie perte d'exploitation, elle fonctionne suite à une fermeture administrative, mais en l'occurrence, cette fermeture administrative est liée à une pandémie et que donc la garantie n'est pas acquise dans le cas présent. Donc vous le voyez, si on regarde les pertes d'exploitation pour les entreprises de bâtiment dans le contexte actuel, les contrats d'assurance, qu'ils soient avec dommages matériels ou sans du reste, n'ont naturellement pas vocation à s'appliquer. Donc, je voulais quand même rappeler un petit peu à la fois voilà, le contexte et surtout rappeler les faits sur le fonctionnement des contrats pour quand même remettre un petit peu les choses dans leur contexte sur ce sujet. Et je propose à Guillaume, s'il le souhaite, de compléter mon propos, notamment avec peut-être son expérience du sujet. Tout à fait, merci. Alors du coup, nous, à l'SMA, voilà, on a aujourd'hui des pertes d'exploitation qui sont liées au bâtiment. Donc en fait, encore une fois, sur des dommages matériels. Donc, donc ça, c'est quelque chose qu'on a très régulièrement. Voilà, les entreprises de bâtiment, on parlait des métalliers, des menuisiers, sont assurées en cas d'incendie, de dégâts des eaux, et sont assurés pour certains, pas tous, hein, en perte d'exploitation. Encore une fois, c'est pas systématique dans tous les contrats d'assurance.
Parce qu'encore une fois, un maçon qui a un petit bureau de 20 mètres carrés et qui, au final, a tous ses chantiers à l'extérieur, je ne vois pas ce qu'un incendie de 20 mètres carrés pourrait faire subir à son entreprise en perte d'exploitation. Donc, le but, c'est pas de le souscrire à tout le monde, c'est vraiment de le souscrire quand il y a un besoin important. Et encore une fois, nous, chez SMA, donc c'est des assurances qui sont liées aux dommages matériels. On n'a pas aujourd'hui de contrats d'assurance qui sont liés justement à des arrêtés ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est sûr que nous ne pouvions pas intervenir sur ce genre de perte d'exploitation. Voilà donc ce que je voulais dire dessus. Je sais pas s'il y a autre chose, éventuellement Sarah qui voudrait rajouter? Non, pas spécialement. Et puis je vois que l'heure tourne, donc peut-être Oui, il leur qu'on retourne, ouais. peut céder la place aux questions. Oui, tout à fait. Merci, merci Sarah. Les questions vont nous faire revenir sur la deuxième thématique que tu avais traitée concernant les véhicules, avec Julien qui nous demande si on peut assurer le véhicule personnel d'un salarié pour un usage professionnel pendant la crise sanitaire. Eh bien, oui. Non, non, vas-y, je te laisse répondre Oh, moi, j'en ai juridiquement. vraiment, voilà, enfin, juridiquement, oui, évidemment, et je pense même que c'est pas qu'il peut le faire, c'est qu'il doit le faire. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que du point de vue juridique, il faut vraiment que à la fois le salarié et l'employeur souscrivent des garanties adaptées pour éviter que le jour où il y a un accident, on se retrouve sans assurance. Et il est bien de la responsabilité de l'employeur de souscrire la garantie, même si c'est que pour un laps de temps. Et je pense que Guillaume va peut-être compléter, puisque si ça fonctionne au kilomètre, je pense que ce n'est pas un obstacle qu'il le fasse que pendant un petit moment. Et d'ailleurs, ce n'est pas nominatif, sauf erreur de ma part. Je ne suis pas obligée de déclarer. Non, 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 non. Alors, encore une fois, alors, juste dans la question, donc, en aucun cas, il faut assurer le véhicule sur sa flotte auto. Ça, c'est non. Par contre, encore une fois, ouvrir un véhicule promission parce que j'ai envie de dire, c'est courant. Donc, lui, il va être couvert sur sa partie trajet personnel et pour tout ce qui va être mission, vous serez couvert sur un véhicule promission. Et encore une fois, comme je vous ai dit, on va sur les premiers contrats, par exemple, on va de 0 à 3000 km. Donc, du coup, vous payez presque au kilomètre et ça reste, voilà, ça reste des contrats assez flexibles. Très bien. Voilà, Écoute, merci pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions, donc il est encore temps avant la conclusion finale de nous les poser en live. Je je les peux juste ajouter quelque retranscrirai. chose, Oui, Guillaume? je t'en prie. Oui, donc important aussi, voilà, si vous pourrez aller voir sur le site internet, vous avez un onglet «Trouver mon conseiller» et vous avez donc chaque conseiller sur chaque secteur de France, bien sûr. Et je vous invite à aller voir et n'hésitez pas à les appeler s'il y a des besoins d'assurance ou même des informations complémentaires. Voilà, on est sur le front. Aujourd'hui, on est ouvert et on est auprès de nos clients. C'est parfait. Merci de l'avoir précisé, Guillaume. Le message sera relayé. Merci vraiment à tous les trois de vos conseils, de nous avoir partagé vos expertises sur ces deux questions. Le programme des rencontres du mercredi se poursuit. Nous aurons la semaine prochaine un juge de tribunal de commerce et un avocat qui vous parleront des mesures de prévention, des mesures collectives. Et le 3 juin, de retour sur une dimension plus managériale, rebondir avec l'intelligence collective. Voilà, d'ici là, nous continuons bien sûr à vous accompagner, à préparer la reprise des formations en présentiel. Toutes les informations sont en ligne sur le site esjdb.com. Très bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité à ces rendez-vous du mercredi et bon visionnage pour ceux qui le reverront en replay. À très bientôt. Bonsoir. Merci. Au revoir.